Salut la famille, je suis ravie de vous retrouver. Alors, à chaque pays, sa particularité en matière d'éducation et il semblerait que certains soient meilleurs élèves que nous. Alors, si on cherchait enfin à comprendre les causes profondes de leur succès, d'ailleurs, il y a de super idées à aller piquer ailleurs et à appliquer chez nous. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec Julien Perron à travers le monde pour aller découvrir et explorer les meilleures idées éducatives. Julien, bonjour, je suis ravie de t'accueillir Bonjour ici. Candice. Ça a été difficile de trouver une date parce que tu n'es pas forcément à Paris tout le temps et Oui. tu es un peu de passage. Donc merci vraiment d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Surtout que là, tu viens de clôturer ton congrès sur l'innovation. Ça Sur le s'est bien bonheur. passé Sur le bonheur, ça Ouais. s'est bien passé? C'était génial, on a vécu vraiment un moment extraordinaire. C'était notre première édition autour du bonheur, ça s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Il y avait 650 personnes sur place et 300 qui suivaient en direct un peu partout en France. Et ça a été vraiment génial. Enfin, on a été porté par le bonheur, par l'amour, par la joie. C'était assez incroyable. À la fin du congrès, j'avais proposé, alors ils n'étaient pas au courant, mais j'avais envoyé un mail à tous les visiteurs en leur disant venez avec votre maillot de bain. Donc pour situer le cadre, on était à Arcachon et en fait, le palais des congrès d'Arcachon, il donne vraiment face à la mer. Et en fait, en fin de congrès, donc le dimanche soir, on a tous été se baigner. Donc Ah, c'est imagine génial. 200 personnes à l'eau, tu vois. C'est canon. Ouais, franchement, c'était vraiment génial. Ouais. Bon, en même temps, tu as un couteau suisse puisque tu fais plein de choses. Donc je sais que le bonheur, voilà, c'est vraiment une de tes thématiques. Mais l'éducation, Oui. c'est quand même on va dire le gros de ton travail. Ça fait 10 ans déjà que tu travailles là-dessus et tu as Exactement. créé du coup la marque Innovation en éducation. Ça regroupe donc un magazine papier, Oui. donc un congrès également, une académie et Mhm. un podcast. Exactement. Et donc, tu apportes cet éclairage justement sur tous les outils pédagogie et professionnels qui œuvrent auprès des parents, des enseignants et des enfants. Et donc, tes différentes actions, aujourd'hui, elles ont quand même impacté plus de 10 millions de parents en France Ouais. et de Et personnes. d'enseignants. Voilà, Ouais. donc bravo, Merci, on merci. est ravis. Mais c'est vrai que le temps passe vite. C'est aussi pour ça qu'on a voulu créer, enfin moi j'appelle ça une galaxie ou un univers qui regroupe, comme tu veux dire, le podcast, le congrès, le magazine, etc. Parce qu'on voit bien en fait qu'on peut toucher les gens de manière très différente. Donc il y a des gens qui vont préférer écouter, donc pour le coup le podcast. Il y en a d'autres qui vont préférer le visuel, donc du coup ce genre d'émission ou le congrès qu'on organise quand les gens suivent aussi en direct. Toutes ces vidéos que j'ai pu réaliser aussi en termes d'interviews que les gens peuvent suivre à travers nos différents sites internet. Et voilà, en fait, il y a plein d'axes comme ça, la lecture avec le magazine, on a écrit un livre aussi autour des écoles alternatives. En fait, ce qu'on Oui. voulait, c'était vraiment toucher les gens Il est de là. manière pluridisciplinaire, voilà, c'est ce bouquin, pour toucher un maximum de personnes et surtout éclairer. Enfin, tu l'as dit justement, on a vraiment envie d'éclairer les gens. En fait, c'est comme si on était face à une boîte de Pandore, tu sais, mais de manière très positive, où il y a énormément de solutions, plein de professionnels et personne n'est au courant. Le mainstream ne s'empare pas trop du sujet. L'éducation nationale n'en parle pas trop non plus. Et on est encore très peu d'acteurs à véhiculer justement ce type d'information, juste en éclairant, en montrant, voilà, en fait, il y a des solutions autour de nous pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants. Donc voilà, c'est ce qui nous motive maintenant depuis 10 ans. Ouais. Et alors, du coup, toi qui as cette vision transversale, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Ah, en tout cas, c'est l'impression que ça peut nous donner. C'est-à-dire que très facilement, et d'ailleurs dans le monde du bien-être comme dans le monde de l'éducation, on a très souvent l'impression, par exemple, que le Canada, la Finlande, la Norvège, la Suède, tous les pays du Nord, les États-Unis, etc., ont souvent de l'avance sur nous. Et c'est valable forcément aussi dans le monde de l'éducation, c'est vraiment une impression qu'on a, et alors en fait, pas du tout. Je vais par exemple citer le Canada, moi j'y vais souvent au Canada, et donc c'est vrai que quand j'y suis allé la première fois, c'est ce premier sentiment que j'ai eu. J'ai vraiment eu le sentiment que tout était beaucoup plus orienté au niveau de l'éducation autour du savoir-être et de la connaissance de soi. Ce que nous, on rêve ici en France, quoi, et c'est ce qu'on essaye d'instaurer de plus en plus. Mais à force d'y aller, à force de discuter avec les gens sur place, à rentrer dans des universités, dans des collèges, les lycées, etc., en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Et même eux le disent, en fait. Ils trouvent que nous, on est très très bien lotis en France. En fait, tout le monde pense à chaque fois que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, c'est un peu finalement. ça. C'est un peu ça, ouais. Et donc, du coup, c'était vraiment intéressant, même voire parfois fascinant, tu vois, de pouvoir discuter avec ces pros sur place pour se rendre compte qu'on a mutuellement beaucoup de choses à s'apprendre les uns les autres. Les Canadiens viennent beaucoup d'ailleurs en France, toujours dans le monde de l'éducation, pour essayer justement de repartir avec un maximum d'outils. Parce qu'on est plus nombreux en France qu'au Québec. Moi, je parle vraiment de la partie francophone du Canada, donc la partie Québec. Donc, ils se forment beaucoup en France, à distanciel ou sur place. Et c'est valable pour le Danemark, pour la Finlande, pour la Suède, etc. En fait,
La grosse différence, à mon sens, c'est plutôt l'aspect culturel. C'est que chaque pays a sa propre culture. Donc, on peut essayer d'aller s'inspirer de choses que nous, on ne met pas encore en place ici, mais ça restera de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un copier-coller, quoi, Non, grosso on ne modo. peut pas cloner des méthodes parce que Non, tout simplement, on n'a pas élevé nos enfants de la même façon, par exemple, c'est que ça. les Suédois. Oui. Et donc, du coup, on n'a pas les mêmes. C'est quoi? C'est une sensibilité? C'est quoi C'est pas les mêmes références culturelles en Ouais, réalité tout simplement quoi. Enfin même je repense là encore au Canada, il y a le climat aussi qui joue pour beaucoup quand même, qui conditionne aussi beaucoup l'éducation. c'est clair. Faut se rappeler qu'il y a au moins 6 mois de l'année où il fait quand même moins 40 degrés, donc c'est quand même particulier aussi. Je vois en France, pour faire un comparatif, nous on a quand même beaucoup plus d'écoles en pleine nature qu'on pourrait en trouver au Canada, notamment par rapport à ces conditions climatiques. Donc je crois que c'est vraiment l'aspect culturel, sociétal, donc ça englobe beaucoup de choses, hein, politique, le mainstream, économique, industriel, etc., qui fait que c'est très différent d'un pays à un autre. Et est-ce que tu trouves que le monde de l'éducation a beaucoup changé ces dernières années? Bah, moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et positif, donc je vais te dire oui, ça a beaucoup changé. Et comme tu le disais, j'ai vraiment la chance, je trouve, d'avoir une vision vraiment très transversale de ce qui se passe dans le monde de l'éducation. Ce qui n'était pas vraiment acquis, parce qu'il faut quand même le rappeler, moi je ne suis pas issu du monde de l'éducation, je ne suis pas un professionnel de l'éducation, je ne suis pas un prof ni un enseignant, moi je suis juste un citoyen qui a compris que tout part de l'éducation, et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Donc du coup, moi je mets beaucoup d'énergie ces 10 dernières années, justement pour éclairer et dire, voilà, en fait, il y a quand même, comme je disais au tout début, il y a plein de solutions pour nous accompagner, parents, enfants et enseignants. Et donc, ce que j'essaye de faire du mieux que je peux, j'essaie de me rappeler de ta question. En fait, la question c'était est-ce que tu trouves que le monde de l'éducation a beaucoup changé ces Voilà, en dernières fait, il années? a beaucoup changé. C'est-à-dire que le parallèle, ça pourrait être, c'est pas si vieux que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, ça fait moins d'un an. L'éducation nationale a quand même validé, donc c'est le département santé du ministère de l'Éducation nationale, a validé la méditation, tu vois, au cœur du système éducatif. Et puis là, il y a les cours d'empathie aussi Et qui il y a vont les cours, et il y a débarquer les en cours d'empathie. 2024. Mais il y a à peine 5 ans en arrière, c'était inimaginable. Si on isole la méditation, rien que la méditation, encore en France, c'est pas très bien vu. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup dans notre inconscient collectif où on pense que c'est un mouvement sectaire. Ouais, c'est Tu vois, c'est perché. perché, c'est religieux. Il y a un Enfin, côté gourou, quoi. il y a un côté gourou, quoi. Donc il y a eu plein d'allers-retours, parce qu'on a quand même cette chance d'avoir plein d'études scientifiques qui montrent justement tous Bien les sûr. bienfaits de la méditation de pleine conscience. Il y a plein d'acteurs qui se sont levés aussi, qui sont venus au créneau quand l'éducation nationale disait bah non, en fait, c'est un peu sectaire, on a peur, etc. Je me rappelle que je crois, ne pas dire de bêtises, mais il me semble que Mathieu Ricard aussi en a parlé. Il fait partie, Mathieu Ricard, quand même des gens, je trouve intéressant parce que c'est un ex-scientifique reconverti moine bouddhiste, hein, pour synthétiser, à qui on a mis des électrodes pour qu'il puisse faire des tests justement et valider un peu tous les côtés positifs de la méditation, ce que ça nous apporte pour le cerveau et pour le corps. Il y en a d'autres, évidemment, Fabrice Midal et autres, qui sont quand même très connus aussi dans ce milieu, qui sont venus un peu au créneau, on va dire, chacun à sa manière, pour défendre la méditation en disant non, il n'y a rien de sectaire, c'est très bon pour le corps, c'est très bon pour notre cerveau, et juste 10 minutes par jour, en fait, ça fait du bien. Bah, d'ailleurs, il y a Jonathan Lehmann qui a fait un programme Tout à fait, spécialisé en fait pour les enseignants pour pouvoir exactement, leur permettre en fait d'accompagner les enfants dans la méditation à c'est ça, l'école. Et je trouve ça génial qu'il y ait vraiment des initiatives en fait de plein de gens maintenant pour apporter d'autres carrément. choses à l'éducation parce que effectivement, si on reste sur quelque chose que nous on a connu en tant qu'élèves, on est complètement dépassé Ah quoi. bah ouais, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il faut peut-être le rappeler, elle est gratuite en plus, hein. Oui, elle Ouais, est gratuite, elle est encore exactement. gratuite, ouais. Donc ça, c'est génial pour les enseignants. Exactement. Ouais. Et c'est pas les seules initiatives. Donc, tu vois, j'isole juste ça, mais c'est juste pour montrer qu'on a fait quand même des pas de géant, mine de rien. Moi, j'aime bien rappeler que j'ai créé mon entreprise en 2003. Et donc, en 2003, je peux te dire que je ne pouvais pas parler de yoga, je ne pouvais pas parler de méditation. Moi, par exemple, j'ai toujours fait des câlins aux arbres. Je ne pouvais pas parler de tout ça parce qu'en fait, on me disait que j'étais quelqu'un de bizarre, quoi. Maintenant, on appelle ça la sylvothérapie, par exemple. Donc, il y a un gap d'évolution, toujours quand même en France, entre, on va dire, 2003 et maintenant. Mais c'est à l'image de ce que je pense, et peut-être que je ne me trompe pas, on a toujours 15 ans de retard sur beaucoup de choses. Donc, on avance, on progresse, un peu comme un escargot, mais en fait, on avance quand même dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui bouge actuellement en France selon toi? Ah ben, il y a beaucoup de choses qui bougent. Déjà, il faudrait se rappeler que, imaginons, il y a 1 million de salariés. Ouais. Donc, j'entends par là enseignants et professeurs d'école. Pour moi, il y a au moins 500 000 qui se bougent. Alors, quand j'entends qui se bougent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui vont se former à l'extérieur, donc avec leurs propres revenus, qui testent des choses après dans leur classe, un peu comme des chercheurs,
pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, j'étais professeur des écoles, c'est exactement ce que je faisais. Hein. Ben voilà. C'est-à-dire que j'avais été découvrir, je m'étais formée à la planète des alphas, je Ok. m'étais formée, tu vois, à Steiner, Voilà. histoire de pouvoir amener même Montessori. Je faisais mon oui. petit matériel toute seule en maternelle Mais c'est pour ça. pouvoir apporter des choses un peu différentes à mes élèves, quoi. Exactement. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a au moins, je te dis, la moitié du corps enseignant qui est dans cette démarche. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais oui, bah, après je te rappelle que je suis quelqu'un d'optimiste et de positif. Oui, Donc, je ne c'est sais pas clair. si c'est vraiment les bons chiffres, mais c'est le constat que moi je dresse à travers les événements qu'on organise, à travers le magazine, le podcast, tout ce qu'on fait depuis 10 ans, j'ai vraiment ce sentiment. Et ça, bah, une fois de plus, c'est pas médiatisé, donc on s'en rend pas bien compte. Donc il y a tous ces enseignants qui essayent, et après peut-être que toi tu l'as vécu. Les autres 500 000 qui ne sont pas en fait dans cette démarche sont un peu fermés. Mais c'est Et pas un travaille jugement. pas souvent en plus en équipe. Oui. En fait, moi, de ce que j'ai pu constater, après, je travaillais dans des écoles privées, bilingues. Ah oui, c'est pas pareil aussi. C'est ouais. un peu différent. Mais j'avais vraiment ce sentiment qu'il y en avait qui voulaient vraiment rester sur leur méthode et qui ne voulaient pas du tout les remettre en question et que limite, C'est ça, mais c'est voilà, exactement me ça. dérangeait pas, quoi, Ouais. ça fonctionne, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Mm. Et on va dire des gens un peu plus jeunes, finalement, qui ont envie de découvrir, qui s'intéressent à plein de choses, qui ont envie de travailler en équipe Ouais. et qui ne sont pas du tout dans la même démarche. C'est ça, ouais. Donc après, il y a un renouvellement aussi des équipes éducatives au fur et à mesure. Donc il faut C'est ça. laisser le temps aussi Je aux pense. jeunes générations Je pense. de s'imprégner. Non, puis moi je dis très souvent, tu sais, souvent quand on me demande de me présenter, moi j'aime bien dire que je suis un jardinier. Parce que j'ai vraiment cette impression de semer des graines comme ça autour de moi, tu vois, depuis 20 ans. Et donc, ce que je me dis, c'est ce que toi tu as fait à l'époque, ce que font en fait tous ces enseignants-là qui se forment, ils sèment des graines. Pour ces enseignants qui sont peut-être pas encore ouverts, il faut vraiment pas porter de jugement. C'est juste qu'ils sont pas encore ouverts à ça. Parfois, il y en a peut-être certains qui peuvent être très fermés, mais il y a quand même ces graines-là qui ont été semées. Donc, j'ose espérer que peut-être que, je sais pas, même dans 5 mois, 10 ans, 15 ans, l'ouverture d'esprit sera très différente et qu'ils se diront « Ah putain, mais c'était vraiment intéressant en fait ce qu'elle faisait Cantis. » Et autant, ils vont te passer un coup de fil, tu vois, pour te demander « Mais en fait, tu faisais comment ?» Mais après, c'est aussi une histoire de formation. Oui. Parce que, mine de rien, Mais oui. quand on regarde les autres pays, alors on va Ouais. en parler, mais il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus d'heures de formation. C'est clair. Nous, en France, la formation, elle est très light finalement sur les pédagogies un peu alternatives, Exactement. sur les façons de faire. On prépare un concours, mais après, finalement, on est vachement sur le contenu, mais Ouais. pas tellement sur la façon d'être, en fait. Oui, bah, c'est tellement ça, c'est l'image de la France, mais c'est pareil toi aussi en tant qu'étudiant. Tout est concentré sur notre cerveau et sur les savoirs, mais très peu sur le savoir-être. Complètement. Effectivement, on va en parler, dans d'autres pays c'est un peu l'inverse, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Mais effectivement, ça peut être l'inverse. Mais je crois que c'est vraiment important de se rendre compte de ça en fait, parce que moi j'entends tellement, là encore au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, on avait notre stand d'innovation et l'éducation, et on avait des gens qui venaient nous voir en disant l'éducation nationale c'est n'importe quoi, les enseignants c'est n'importe quoi, etc. Et en fait nous on leur dit, bah non en fait les gars, il y a quand même des gens qui se bougent, il y en a beaucoup plus que vous le croyez, alors peut-être que vos enfants ne sont pas en fait avec ces enseignants qui se bougent, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et alors, d'après toi, qu'est-ce que tu constates qui marche bien en France et ce serait quoi pour toi les points d'amélioration vraiment à faire en urgence, quoi? Waouh, c'est une vaste question. Bah, déjà, comme tu le dis très justement, il y a la nouvelle génération quand même qui débarque et qui n'a pas du tout le même regard qu'on pouvait l'avoir peut-être nous de notre génération, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Ensuite, je ne veux pas taper sur qui que ce soit, mais tu l'as dit, il y a vraiment un manque fatal de formation. Ne serait-ce que rien que pour eux, en termes de connaissances d'eux-mêmes, en fait. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Hein. Tu vois. Quand on m'a donné ma première classe de grande section, je me suis sentie démunie. Alors, c'est ça. j'ai été chercher partout, je passais des heures et des heures et des heures vraiment à construire ma classe. Ouais. Mais en vrai, j'aurais eu besoin d'accompagnement, quoi. Bah oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça, je ne veux vraiment pas casser du sucre sur n'importe qui, mais c'est le sentiment que j'ai de ce qu'on me rapporte. Et donc, voilà, ça serait peut-être bien qu'il y ait plus de formation dans ce sens-là, parce qu'il y a des prémices quand même, hein, on avance à tout petit pas, mais il y a quand même des prémices. Donc déjà, ouais, la formation, une autre formation aussi qui me paraîtrait quand même vraiment Formation évidente. continue. Ouais, Ça paraît logique, je suis d'accord Bah avec ouais, toi. c'est ça, quoi. Ça me paraît vraiment logique. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi j'ai un projet, j'ai envie d'ouvrir une école que je vais appeler l'école de la vie. Et pour moi, dans cette école, ce ne sera pas juste une école pour les enfants. Je veux justement en fait, qu'il y ait un centre de formation continue pour les enseignants, un centre de formation continue pour les parents et un centre de connaissance de soi pour tout le monde. Tu vois, ça me paraît évident, quoi. Mais je reviens à ce que je disais, il ne faut pas non plus jeter la pierre, parce qu'en France, on est dans cette culture où non, en fait, ça ne fait pas partie de notre société, ce n'est pas le programme sociétal
d'apprendre à se connaître, d'être bien C'est avec vrai. soi-même, de comprendre nos émotions. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin, de ne plus être un gentil consommateur, mais plutôt d'être acteur en fait de nos vies. On voit bien en fait qu'on n'est pas amené sur ces rails-là. Et donc, c'est toujours très compliqué après de sortir de ces rails justement et de faire différemment, comme moi j'ai pu le faire. Peut-être que toi aussi, ça se trouve, tu l'as fait aussi dans tes activités. Mais voilà, on n'a pas ce socle commun, on va dire, dans notre pays, même si c'est un peu plus le cas, comme je te le disais, dans d'autres pays. Donc voilà, la formation. Et après, il y a aussi un autre point, toujours autour de la formation, c'est qu'on ne vous apprend pas la gestion de groupe, qui est quand même aussi pour moi la base, quoi. Je suis C'est-à-dire que tu as d'accord. quand même des élèves, tu as 30 élèves, donc un groupe de 30 personnes, et on ne vous apprend pas cette gestion de l'humain, en fait, tout simplement, quoi. Dans sa particularité. Alors maintenant, en plus, il y a de plus en plus de 10, de Exactement. TDAH, d'hypersensibles, Et etc. puis, on a une pression aussi avec le programme. Oui, Donc, d'un coup, tu dis, faut que mais j'avance, oui, faut que c'est ça. j'avance, faut que j'avance. Et on a aussi, tu vois, une pression en tant qu'enseignant parce que on doit suivre le programme à fond. Et en Exactement. même temps, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait des élèves en fait qui sont à la traîne? Ouais, c'est ça. Comment on peut les accompagner? Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place, des ateliers Ouais, de rattrapage et tout ça. ouais. Mais ouais, il y a encore du boulot. Ouais, c'est pas suffisant, quoi. Et notamment, tu parlais justement du corps enseignant, ce qui est aussi quand même une logique qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire qu'en fait, on ne recrute pas en France. C'est-à-dire qu'en fait, on impose au directeur d'établissement des profils. Donc, c'est pas lui qui sélectionne les gens avec qui il a envie de bosser, quoi. Alors, dans le privé, sous Dans le privé, contrat, beaucoup plus, bien voilà. évidemment, mais dans le public, Mais dans le public, c'est pas le dans le cas. public, ouais. Et un autre problème également, c'est que bah, les enseignants, une fois qu'ils sont sur un poste, même s'il y a des comportements qui sont inadaptés, voire des comportements malveillants, eh ben, c'est très compliqué en fait. Oui. Moi, j'ai le problème actuellement. J'appelle le CPE me dit vous avez complètement raison. Ça fait plein de fois qu'on essaye de remonter au rectorat Ah des ouais, informations sur cette ce personne, profil-là, sur ouais. ce profil, Ouais. sur ce prof. Il n'y a rien qui bouge. Waouh. Et en Ok. attendant, bah, mon fils est toujours Ok. dans cette classe avec Ouais. un prof qui pousse les élèves et qui a des propos homophobes, C'est ça. par exemple. Mais c'est ça. Compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué. Ben, c'est justement, c'est tout le côté un peu négatif de notre système. C'est comme je te dis, ils ne recrutent pas, ils ne managent pas. Donc c'est pas comme dans une entreprise en fait. C'est un peu comme si tu avais 60 000 succursales et en fait, tu vois, tu dirigeais pas ces succursales. Donc forcément, ça peut que amener ce genre de problématique parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'éjecter les gens. Encore plus si tu sais, ça marche en fonction du nombre de points, enfin tu es bien placé pour le savoir, en fonction de ta particularité, de qui tu es, si tu as aussi une pathologie, si tu es classé dans le truc handicap par exemple, tu vas avoir aussi plus de possibilités que d'autres. Et donc tu vas intégrer, enfin tu connais le principe, tu vas intégrer des écoles de manière beaucoup plus simple que d'autres. Enfin voilà, c'est un système vraiment qui nécessiterait d'être revu en profondeur, mais j'aime bien le rappeler, le système en lui-même, il est déjà quand même très bien. C'est juste qu'il y a plein de petites choses en réalité à changer, quoi. C'est multifactoriel. C'est pas l'ensemble, tu vois, du truc qu'il faut changer. C'est toujours multifactoriel, c'est des petites choses, quoi. Non, puis même là, je vois, tu vois, au niveau du harcèlement, il y a quand même des choses qui se sont faites qui n'étaient pas Oui. avant. Enfin, il y a des choses qui bougent. Bien sûr, bah oui. On le Alors, voit. là, le harcèlement, ça aussi, c'est un vrai sujet quand même, hein, parce que, enfin, peut-être que toi, tu l'as connu, mais moi, j'ai toujours dit qu'on a été le harceleur de quelqu'un, quoi. J'en suis vraiment convaincu. Parce que si on le faisait à l'époque, je pense comme ça peut être le cas aujourd'hui, hein, j'imagine, on se disait pas en fait qu'on était des harceleurs ou Non, qu'on tout était à mauvais. fait. Ça a toujours existé. On n'a pas attendu les réseaux sociaux, on est Ouais, d'accord. voilà, c'est ça en fait, dans notre tête, c'était pour rigoler, je pense, tu vois. Ouais, bah c'est d'ailleurs, tu sais que 47% Voilà. des enfants qui ont harcelé disent que c'était pour rigoler. Exactement. Donc, Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais là, oui, mais on prend le problème un peu plus à corps, je trouve, là. oui, c'est ça. Et on essaye, en tout cas, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a dans les collèges, enfin dans toutes les écoles et les lycées d'ailleurs, il y a eu un questionnaire qui a été Oui. rempli en fait par les élèves pour dire bah, justement, est-ce qu'ils se sont déjà sentis embêtés par certaines Oui, oui. personnes, est-ce qu'on s'est déjà moqué d'eux. Mm. Donc du coup, ça permet en fait au moins d'avoir une cartographie Oui, au niveau de la France sur qu'est-ce qui se passe. oui. Est-ce qu'il y a certains élèves qui se sentent harcelés et pouvoir du coup avoir Oui, oui. quelque part. Alors je ne sais pas si cette étude était d'ailleurs anonyme ou pas. Bah, je me demande parce que c'est ce que j'allais dire et je sais pas en fait qui a réellement participé, tu vois, sur l'ensemble des Ah, élèves. normalement tout le monde. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Moi, mes élèves, mes enfants, mes enfants au collège ont participé, mais apparemment c'était Ah oui. une initiative dans toutes les D'accord. écoles de France. Et est-ce que tu penses qu'ils se sentent à l'aise justement pour être francs
Bah, en tout cas, moi, Ouais, j'ai si c'est posé la anonyme. question à mes enfants. Ils m'ont dit, bah, j'ai répondu à 3 oui et le reste, tout était non. Tu Ok, vois, donc ok, ils se sentaient super à l'aise pour répondre. ok, bah c'est très bien. Ok. Après, il y a peut-être effectivement bah, des élèves qui sont plus harcelés, pour qui c'est plus compliqué Bah oui, c'est ce qu'on ou qui ont retient. un peu peur, effectivement, d'en parler C'est ça, ouais. Enfin, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est que la plupart ont vraiment peur d'en parler. complètement. Et moi, je ne pensais pas un jour que j'allais remercier le mainstream, mais merci le mainstream, parce que justement, là, ils médiatisent davantage ces Complètement. problèmes de harcèlement et de violence. Et donc, du coup, bah oui, on en parle, et donc, du coup, on essaye de trouver des solutions. Mais je reviens à ce que je te disais, c'est pas nouveau, quoi. Il y a toujours eu ce Évidemment. phénomène-là, en réalité, quoi. Complètement. La grosse différence, attends, excuse-moi, Vas-y. la grosse différence, c'est vraiment que maintenant, l'enfant, il rentre chez lui, et là, il y a le harcèlement qui se fait sur les réseaux sociaux, sur Internet, et tout, etc. Et ça, c'est vrai que nous, bah, Ah bah, il n'y a on pas l'a connu. d'échappatoire. Ouais, Nous, voilà, ça se fermait à l'enceinte de l'établissement scolaire. On c'est rentrait ça. chez nous et on pouvait effectivement passer à autre chose. Moi-même, j'ai été harcelée quand j'étais en Ah, CM1, ok, CM2. ok, Et ben voilà, je rentrais chez moi, j'essayais de passer à autre chose. ouais. Aujourd'hui, avec les réseaux, ce serait impossible. Bah ouais, et là, je crois que c'est peut-être même plus violent ce qui se passe sur les réseaux. Enfin, moi, je me mets à la place de l'enfant qui, le lendemain matin, doit aller à l'école avec tout ce qu'il a vu passer sur les réseaux. Je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de phobie scolaire Bah oui, et automatiquement. que les élèves, effectivement, C'est ça. se replient et ont du mal après à retourner en classe, quoi. Ouais, ouais. Alors, quelles sont les nouvelles façons d'apprendre? Qu'est-ce que tu as repéré? Qu'est-ce que Oh, tu as bah, été il voir? y en a plein parce que j'aime bien, on dit les nouvelles façons d'apprendre, alors qu'il y en a, par exemple, Montessori, ça fait un siècle quand C'est même que clair. ça existe, donc on n'est plus sur quelque chose de nouveau. Tu disais que tu t'étais formé avec Steiner, enfin avec la Ouais, méthodologie enfin, j'ai Steiner. été voir, en fait, à l'époque, je voulais monter moi aussi une école un peu Ah, alternative, un ok, melting pot de ce qui se faisait de mieux partout dans le monde. ok, Et donc, du coup, j'ai fait des stages un peu partout, ok, dans des écoles surtout alternatives, puisque je venais du privé sous contrat, tu vois, donc ok. j'avais vu quand même pas mal de choses déjà. Ouais, Et l'idée, c'était ça, c'était déjà à cette époque, tu vois, toutes les idées à glaner partout dans le monde bah oui, sont bonnes à prendre, surtout c'est si elles ça, fonctionnent. Et comment on peut justement les importer ici? Qu'est-ce qu'on peut en faire? c'est ça. Parce que bah, y a vraiment des pépites, Mais quoi. ouais, mais complètement. C'est pour ça que moi j'ai toujours eu du mal, par exemple, avec des écoles qui sont que Montessori. En fait, on Bah, est d'accord, hein? on a exactement la même façon Bah oui, de, parce que en fait, si on est 8 milliards, bah, on est 8 milliards de personnes différentes. Donc peut-être que Montessori, ça sera chouette pour toi, dans ton système d'apprentissage, mais pas du tout pour moi. Peut-être que moi, ce sera plutôt Summerhill, par exemple, avec une vraie liberté, tu sais, en termes d'apprentissage. Et donc, ouais, j'ai toujours eu un peu de mal, entre guillemets, avec vraiment des choses qui sont très Steiner, Montessori, Freinet, tout, etc. Et donc, bah, pour continuer dans ce que tu dis, donc il y a Steiner, Montessori, Freinet, De Crowley, Summerhill. Il y en a même des pratiques, j'imagine, des pédagogies que moi, je ne connais pas, hein, bien évidemment. Donc, c'est plus nouveau, ça fait quand même quasiment, allez, un siècle, on va dire, pour Montessori. Et je sais que le reste aussi, ça fait quand même très, très, très longtemps. Et après, alors ce qu'on voit de plus en plus en France, ça j'aime beaucoup, c'est des écoles en pleine nature. Tu sais, d'apprendre bah, déjà par l'expérience, en vivant des donc expériences. vraiment transversal. Ouais, c'est Moi, ça, ça me ouais. fait penser, on en parlera tout à l'heure, au système un peu indonésien, Oui, justement, où ils font des projets transversaux en pleine nature c'est et ça. ils vont apprendre, en fait. Toutes les matières, en fait, tu les apprends en vivant des expériences directement sur place. Quand je dis sur place, c'est souvent en pleine nature. Et ça, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus en France. En tout cas, il y a même des réseaux qui se constituent autour de ça. Il y a des rassemblements, donc il y a des festivals avec tous ces acteurs qui ont créé des écoles en pleine nature. Donc ça, je trouve ça c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre bah après, oui, il y a évidemment tous les courants des écoles alternatives qui ont créé des écoles un peu à l'image, visiblement, de toi, ce que tu faisais en tant que prof et moi, ce que je veux faire avec l'école de la vie. Donc ils ont été piochés un peu partout, tac, 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 ils essayent des choses. C'est quand même souvent des écoles qui sont en pleine nature. Très souvent, il y a un principe de permaculture aussi sur place. Mm. Donc vraiment pour apprendre aux enfants bah, comment poussent les aliments, notamment aussi d'où viennent les œufs. Je ne sais pas si c'est le cas de tes enfants, j'espère qu'ils savent que, quand même que les œufs ne viennent pas du supermarché. Oui. Mais il y a encore quand même beaucoup d'enfants qui Bah, pensent on a que été ça à la vient- ferme quand même quand Ah, ils voilà. étaient petits. C'est la On a été base, voir quoi. un peu comment ça se passe, tout ça. C'est ça. Et pareil, les poissons panés, enfin bon bref, tu vois, Et donc voilà, ces écoles se créent de plus en plus. C'est très concentré ces dernières années en Ardèche. C'est un peu le lieu en fait où il y a plein d'écoles Ok. comme ça qui se créent. Parfois sous des principes communautaires que je mets entre guillemets, parce que ce n'est pas juste une école, il y a aussi des gens qui vivent sur place et donc qui partagent, j'imagine, des idéaux communs, des valeurs communes. Euh, voilà ce qui me vient à l'esprit. Ok. Ouais. Et alors, on va parler de la Finlande parce que c'est un peu la superstar de l'éducation, hein, Oui. puisque elle est reconnue comme étant en tout cas un des pays à avoir le meilleur système éducatif du monde. Et pourtant, Mm. elle ne dépense pas plus que la France. Exactement. On le dit quand même. C'est Donc, ça veut dire que c'est quand même possible.
Comment ça s'explique? Bah, déjà, oui, ce qui est intéressant, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est quasiment le même Ah budget. ouais, c'est le même PIB. Ouais, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, pour moi, c'est une question de regard. C'est ce qu'on essaye souvent de dire dans le congrès Innovation en éducation, dans le magazine, etc. Parce que beaucoup vont dire que c'est des questions de coût pour changer les choses, alors qu'en réalité, c'est plus une question de regard. Quand j'entends par regard, quelque part, c'est un peu se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris et de se reconditionner donc avec un nouveau regard. Et donc, là, pour le coup, en Finlande, eux, c'est plus une question de regard, c'est juste qu'ils ont misé dès le départ sur le savoir-être. Pas sur les connaissances, mais vraiment sur le savoir-être. Donc, ils ont créé toutes les conditions utiles et nécessaires en termes d'environnement, de pratiques pédagogiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre de savoir-être et de connaissance de soi, c'est-à-dire de développer davantage tous les soft skills. On peut appeler ça des compétences douces, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la curiosité, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, co-créer ensemble, etc. Ça regroupe, je crois, une douzaine d'outils, entre guillemets, les soft skills. Donc, ils ont beaucoup orienté leur pédagogie autour de ça. Donc, ce qui fait que forcément, le modèle est très différent. Mais je vais me répéter, si toi, un jour, tu vas en Finlande et que tu passes quelques temps sur place, tu verras qu'eux-mêmes aussi ont leurs propres failles, forcément, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus le monde des bisounours. C'est peut-être très bien ce qu'ils ont mis en place, mais à côté de ça, il y a des choses aussi qui peuvent être très négatives et qui sont juste culturelles, en fait, tout simplement, quoi. Ce serait difficile, tu penses, en tout cas, de prendre certaines choses et de les mettre en place chez nous? Pour moi, c'est compliqué, on en parlait un tout petit peu en amont, de faire un copier-coller. C'est vraiment pas évident parce qu'une fois de plus, culturellement, on a affaire vraiment à deux sociétés très différentes. Mais il y a des choses à prendre quand même. Mais il y a des choses à prendre, bien évidemment. Donc, par exemple, là, ça y est, on le met, les cours d'empathie, par exemple. ouais, Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. De plus en plus, on voit aussi des enseignants, peut-être que tu le faisais toi à l'époque, tu sais, c'est connaître les émotions de tes élèves. ouais. Donc en fait, Moi, j'avais la météo des élèves. Voilà. La météo des élèves tous les matins. Voilà. On parlait justement de comment on se sentait dans notre cœur. Voilà. Est-ce qu'il y avait de l'orage? Est-ce que ça. l'orage c'était pour la colère? Voilà. Le beau soleil c'était parce qu'on était super joyeux. C'est ça. Et moi, je faisais un autre truc avec mes maternelles. Je faisais le bureau des câlins. Ah, Quand un génial. enfant avait besoin c'est trop bien, de ça. venir le matin, tu sais, pendant le temps Ok. d'accueil, j'étais assise et du coup, les enfants pouvaient venir me voir. Il y avait un gros câlin et puis ils me disaient s'ils avaient un génial. truc un peu gros sur la patate. C'était un petit moment d'échange qui était attribué à ce moment-là, quoi. Mais du coup, ton regard doit être hyper intéressant. Tu as dû voir la différence, j'imagine. Alors, entre... Quand avec l'enseignant qui ne le fait pas, Ah, toi moi, qui le faisais. c'est sûr que moi, j'étais dans quelque chose d'un peu alternatif déjà à l'époque, quoi, parce Ok. que moi, j'enseignais avant 2010. Ok. Tu vois, donc je suis vieille. mais oui, donc à cette époque-là, effectivement, moi, je faisais des choses que d'autres enseignants autour de moi ne faisaient pas du tout. Et est-ce que tu arrivais à mesurer les bienfaits? Est-ce que tu voyais en fait ce que ça leur apportait, de leur faire des câlins? Alors, la confiance en eux, clairement. Ouais, Je voilà. voyais des résultats. Par Ouais, c'est exemple, ça. tu vois, en utilisant la planète des alphas, en grande section, tous mes élèves savaient lire. Ouais, voilà. Mais sans que ce soit quelque chose qui soit en termes d'enseignement. C'est-à-dire Oui. que ça s'était fait naturellement, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que tu avais un enseignement, ce qu'ils font en Finlande, qui n'est pas où toi tu es l'autorité, tu es sur ton podium Oui. et tu transfères en Oui. fait du savoir. Peut-être que tu faisais l'inverse comme ils le font. Moi, je me souviens, je me positionnais tout le temps quand je leur parlais Ouais, voilà. à leur hauteur, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai même, bon, ça date un peu, hein, mais j'ai des souvenirs que on faisait, par exemple, pour travailler des mathématiques, des recettes de cuisine. Ok. Bah, Tu vois, enfin, on typiquement. était vraiment dans du transversal, C'est ça. et c'est ce qui fonctionne. Exactement, de vivre des expériences, quoi. Exactement. Et on le voit, nous aussi, en tant qu'adultes, hein, à partir du moment où tu vis des expériences, tu apprends beaucoup plus que si c'est purement intellectualisé. C'est-à-dire si tu lis un Complètement. bouquin, si tu écoutes quelqu'un, un conférencier ou autre. Et puis, c'est Donc, en ouais. général, comme c'est rapporté à quelque chose que tu as envie de faire, tu l'intègres beaucoup plus Ah bah là, oui, facilement. y a pas C'est pas photo, ouais. juste des C'est tables ça. de multiplication que tu apprends, tu vois, Exactement. et En fait, tu mets de la tu joie. nourris, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. De remettre de la joie, du bonheur dans les études, bien évidemment, c'est un des ingrédients qui est déterminant, quoi. Complètement. Bah oui. Alors, il y a des pédagogies d'ailleurs ludiques, où justement on amène beaucoup le jeu dans la pédagogie. bah justement, le modèle américain est un peu comme ça. Oui. On célèbre beaucoup les réussites. Il y a beaucoup de soft skills aussi, et on fait des journées à thème. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a à apprendre et qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce modèle-là? Bah, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est encore une histoire très culturelle, c'est cette notion d'échec. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'échec, il est quand même On plutôt... valorise, quoi. Ouais, exactement. Quand on se plante, on pousse. C'est ça, ouais. C'est valable après bien plus tard, hein. En tant que chef d'entreprise, par exemple, les banques vont te suivre parce que tu t'es trompé.
Alors en France, c'est pas Ah, du c'est tout le cas. génial, ça. Ouais, Ah oui, c'est vraiment une autre façon complètement de c'est voir ça. l'échec, en fait. L'échec, c'est vraiment une vertu de l'apprentissage, quoi. Mais complètement. Et moi, le premier, enfin, je pense que tout le monde pourrait le dire. Je vais prendre mon exemple parce que c'est cette culture entrepreneuriale. Mais quand tu développes une entreprise, forcément, il y a des hauts et des bas. Il y a plein de moments en fait où tu poses le genou à terre. Il y a plein de moments où tu subis des échecs. Ce qui va changer d'un individu à un autre, on revient à la connaissance de soi, au savoir-être. C'est comment en fait toi tu vas accompagner cet échec, le regard en fait que tu vas poser dessus, et comment tu vas pouvoir retirer quelque chose de positif de tout ça pour faire mieux en fait la prochaine fois. Et je crois vraiment qu'aux États-Unis, ils vont dans cette direction. C'est comment réussir à transformer un échec. Le jour où je me mets le pied à terre et que j'ai l'impression que voilà, c'est fini, il faut que je passe à autre chose, comment j'arrive à rebondir là-dessus. Et là, bah, moi, je trouve qu'aux États-Unis, ils ont cette vraie culture entrepreneuriale. Donc l'échec est bienvenu. Alors En gros, plantez-vous, quoi. bah, c'est un peu ça, ouais, Ouais. je trouve. Et puis après, bah, c'est toujours pareil. Encore culturel. En France, on a beaucoup de mal à avoir des individus à l'âge adulte qui ont confiance en eux. Il y a très peu de gens en fait qui ont confiance en eux. Est-ce que ce ne serait pas parce que, justement, depuis qu'on est petit, on nous souligne en rouge tout ce qui est mauvais? Par Si exemple, on nous soulignait en vert tout ce qui est bon aussi qu'on fait, bah, peut-être qu'on aurait plus confiance en nous aussi, tu vois. exactement. Souligner, valoriser les réussites plutôt ça. que de pointer systématiquement en fait, toutes les erreurs qu'on fait. Exactement. Là encore, tu vois, c'est culturel. C'est vrai que bon, là, c'est en train de s'inverser quand même. Mm. Les tendances sont en train de s'inverser. Mais effectivement, ça fait partie des points en fait qui te fait gagner en confiance le plus tôt possible. Moi, en tant que dyslexique et dysorthographique, je peux te dire que j'avais pas du tout confiance en moi. Et pourtant, tu as écrit des Et livres. pourtant, j'ai écrit des livres, voilà, exactement. Petit message d'ailleurs, voilà, aux 10 et à toutes les personnes qu'on dit différents. En fait, on peut quand même faire beaucoup de choses, même si on nous dit qu'on est différent. Et donc, oui, parcours quand même scolaire compliqué, pas du tout confiance en moi. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir le Kung Fu à l'époque, qui m'a redonné confiance en moi. Je suis devenu champion de France de Kung Fu d'ailleurs en 99. Et donc, toute cette confiance que j'avais perdue à l'école, je l'ai retrouvée dans les arts martiaux et ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui. Je te parle de ça juste pour souligner que j'ai vraiment le sentiment qu'en France, il y a 80% de la population qui passe à côté d'elle-même, en fait, qui ne se connaît pas, qui n'a pas du tout confiance en elle-même. Et là, quand tu as confiance en toi, après, ça change énormément de choses dans ta vie personnelle et professionnelle. Et aux États-Unis, j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont compris ça, quoi. Du coup, dès le plus jeune âge, Exactement, en fait, ouais. ils valorisent et ils C'est font ça. en Et sorte on célèbre les réussites. Il n'y a Énormément. pas de petites, de moyennes et de grandes réussites. Dès tout petit, tu vois, il y a des célébrations. Oui, les graduations, tous les Exactement. ans, les cérémonies, vraiment, C'est ça. c'est très incarné, quoi. C'est ça. Et puis, ils amènent aussi beaucoup de fun, je trouve aussi. Ouais, avec les journées à thème, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il y a des journées où tu vas venir en pyjama, par exemple. Bon, c'est sûr, une fois de plus, c'est très très loin de notre culture, hein. Je dis pas qu'il faut faire des journées pyjama aussi en France. Mais peut-être que, On pourrait. pourquoi pas, mais ne serait-ce que de ramener un peu plus de fun, moins de rigidité, tu vois, plus de côté ludique, parce qu'on sait que l'enfant, il apprend 100 fois plus en s'amusant, ça serait peut-être déjà une bonne chose. Ouais. Alors, partons encore ailleurs, partons au Mexique et à Hawaï avec, donc au Mexique, les 4 accords Toltec Oui. et la méthode Ho'oponopono. 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 C'est ça. J'aimerais qu'on parle en fait de ces outils. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Bah, les 4 accords Toltec, c'est de Paolo. Ruiz. Oui, Manuel. voilà. Ouais, Ruiz, voilà, c'est ça. si je dis pas de bêtises. Exactement. Moi, que j'essaie d'appliquer du mieux que je peux d'ailleurs dans ma vie Moi de tous les aussi, jours. mais c'est pas toujours évident. Mais c'est- Surtout, pas faire de suppositions. Celui-là, il est très difficile. Voilà, c'est ça, de ne pas en faire des affaires personnelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a 2 autres. Tu les as sous les yeux? Alors, ouais, je peux te retrouver ça. Donc, pas faire de suppositions, Ne pas en faire d'affaires. pas faire d'affaires personnelles. Avoir la parole juste. Ouais. Et il y en a un 4e qui Que je est vais te retrouver vas tout de retrouver. suite. Faire toujours de son mieux. faire toujours de son mieux. Bah, La parole impeccable. Ouais, Exactement, ouais. Alors c'est vrai que c'est challengeant en tant qu'adulte, clairement. Mhm. Encore plus en tant qu'enfant, je pense. peut-être, mais moi je suis convaincu que si on amène ces outils le plus tôt possible, justement, bah, a priori, après, plus tard, en tant qu'adulte et jeune adulte, ça sera beaucoup plus simple. Ah, mais puis naturel, du coup, parce que ça Ouais, sera beaucoup complètement plus. incarné depuis l'enfance. C'est ça, quoi. c'est ça. Je crois que même qu'on soit enfant ou adulte, on peut tous faire du mieux qu'on peut quand même tous les jours. Il n'y a pas de le mieux pour moi et pas forcément le même mieux, tu vois, pour toi, quoi. Mais ça, je crois qu'on peut vraiment tous le faire tous les jours. De ne pas prendre les choses pour nous, c'est-à-dire d'en faire une affaire personnelle, ça, c'est lié à notre conditionnement. Quand on est C'est nos enfant, croyances aussi. Ouais, voilà. On est persuadé. c'est ça. Ouais. Quand tu es enfant, tu n'es pas encore trop conditionné. Donc, je pense que c'est un peu plus facile de l'appliquer, en tout cas de le conscientiser et d'essayer d'aller dans cette direction. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions, je trouve que c'est un peu plus complexe, mais par contre, il y a une très belle vidéo là-dessus. D'ailleurs, il faut aller sur YouTube, vous tapez les 4 accords Toltec pour les enfants.
Il y a une jolie vidéo qui a été faite pour les enfants, vraiment à destination pour eux, qui est très imagée, où tu vois un petit guerrier, un petit dessin animé, tu vois, il a un petit bouclier, et donc ils font des rapports entre le bouclier, c'est pour me protéger, enfin, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant et très ludique et très accessible pour tout le monde. Donc voilà. Ouais. Ne pas faire de suppositions. faire- Ensuite, il y a effectivement donc faire toujours de son mieux et que votre parole soit impeccable. Et que votre parole soit impeccable. Ouais. Ça, c'est dur. Ça, c'est très challengeant. Mais alors, C'est très challengeant. mais encore plus, je trouve, quand tu vois ce qui se dit dans les séries télé, ce qui se dit sur Internet. Je trouve qu'on... Enfin, bon, je vais peut-être faire hyper boomer, quoi, mais le langage a quand même évolué, pas dans le bon sens, quoi. On est d'accord. On est d'accord? Ouais. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué là pour les nouvelles générations, mais c'est largement faisable, quoi. Enfin, je reviens à 2003, où je te disais qu'il y avait très peu d'initiatives, c'était caché, on ne parlait pas un peu de savoir-être, de connaissance de soi. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle bibliothèque, tu vas sur YouTube, tu vas sur n'importe quel podcast. Il y a plein d'outils en fait pour apprendre à mieux se connaître, pour mieux cheminer vers nous-mêmes, pour être plus en connexion, on va dire, avec qui on est profondément. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est très rassurant pour les enfants. Ça veut dire qu'on peut vraiment l'appliquer le plus tôt possible pour les enfants. Et c'est vraiment une grande partie de l'énergie moi, que je mets depuis 10 ans, c'est justement faire comprendre que tout part de là et qu'on a les outils à disposition, on a les pros, on a tout ce qu'il faut. Et quand on est un enfant, on est beaucoup plus malléable, tu vois, au niveau de notre cerveau. C'est un peu comme un disque dur vierge, quoi, quelque part. On peut plus facilement intégrer des habitudes saines, j'ai envie de dire, qui seront très utiles après, plus tard dans sa vie. Je vais reprendre mon exemple. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé tout ça à l'âge de 10 ans, parce que dans ma famille, on parlait justement de connaissance de soi et de savoir-être très tôt. Et donc, je mesure maintenant, à l'âge de 44 ans, la chance que j'ai eue d'avoir commencé si tôt, parce que à 23 ans, j'ai pu créer mon entreprise, parce que j'avais identifié qui j'étais, en fait, quelles sont mes compétences. Voilà, c'est ça. Tu connaissais vraiment mes valeurs, là où je suis bon, là où je suis moins bon. Tes zones de génie, tes zones d'amélioration. C'est ça, exactement. J'avais bien compris aussi à comment accompagner mes émotions. Parfois, je me disais même, j'avais vraiment le sentiment d'être mon propre psy. Mais tout ça, c'est grâce justement à mes parents, parce que très rapidement, on nous a mis ça en fait dans la tête. On allait voir des iridologues, nous, quand on était gamins, on avait des huiles essentielles, on allait voir des sophrologues. Enfin, tu vois, ça faisait vraiment partie de notre univers. Et comme une grande majorité de la population n'avance pas dans cette direction, je vois maintenant, moi, tout ce que ça m'apporte. Et donc, je vais me répéter, mais c'est vraiment tout l'enjeu, je trouve, des prochaines générations. Parce que là, la balle, maintenant, je trouve, aux nouvelles générations, c'est d'essayer de transférer le plus tôt possible ça au sein de l'éducation nationale, mais pas que, pour les parents, pour les enfants, bien évidemment, mais pas au sein que de l'éducation nationale, que le mainstream en parle de plus en plus, que les politiques en parlent de plus en plus. Enfin, c'est un vrai projet sociétal, globalement, quoi. Donc, ouais. Et cette méthode, du coup, Ho'oponopono. Oui. Alors, parle-nous de ça. Eh bien, ça part du principe, c'est pareil, je trouve que c'est un peu délicat aussi à employer dans la vie de tous les jours, mais a priori, ça reste accessible. Déjà, ça part, quand tu dis aloha, tu sais, quand tu arrives, c'est pas juste bonjour. Il y a vraiment un principe derrière j'allais dire, un peu spirituel, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une vraie vocation, une dimension de bien-être, un peu, tu sais, comme dans le film Avatar où je te reconnais, je te vois, quoi. Il y a cette chose-là, et en même temps, cette responsabilité qu'on a chacun d'essayer de gérer du mieux qu'on peut nos émotions, qui on est. Parfois, ce n'est pas tout le temps évident, on peut vivre des émotions extrêmement fortes. Et donc, l'idée d'Ho'oponopono, c'est d'essayer de se dire, voilà, je te pardonne, merci, et il y en a deux autres. Je t'aime. Je t'aime. Et je suis désolée. Et je suis désolée. Donc c'est vraiment un mantra. Donc je t'aime, je suis dans la gratitude et je pars de l'amour pour retourner au point zéro. C'est ça. Je suis désolée d'avoir attiré cette situation pour moi et pour les autres. Pardonne-moi de réagir de la même façon, de me laisser importuner par ce conflit. Et merci. Je remercie la vie de m'avoir permis de prendre conscience de cette mémoire erronée et de me pardonner l'opportunité de la nettoyer. Exactement. Donc c'est vraiment un mantra, c'est une philosophie de vie en fait. C'est une philosophie de vie, ouais, c'est ça. Et c'est pareil, tu vois, je te laisse imaginer, si on apporte ça le plus tôt possible, moi j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait changer la face de l'humanité. C'était Pierre Rabhi qui disait, en fait, on pourrait changer la face de l'humanité en changeant l'agriculture. Moi j'y crois aussi profondément. Et je crois que vraiment on peut changer la face de l'humanité en changeant l'éducation. C'est ce qui me paraît être le levier en réalité le plus important, quoi. C'est les enfants de demain sont les adultes, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, donc c'est eux qui feront le monde. Mais oui, c'est ça, ouais. Donc effectivement, ça passe forcément par là.
d'ailleurs, ce serait intéressant d'inviter les gens qui nous écoutent ou qui regardent à réfléchir à ça. Moi, ma réflexion, elle a été au fur et à mesure que je partais à l'étranger, que je revenais en France. Et comme je me suis toujours considéré, comme je te le disais, comme un jardinier à semer des graines, à inspirer les gens pour avoir un regard différent, bah, on va dire les 10-12 dernières années, quand je rentre en France, je me faisais cette réflexion en me disant, mais en fait, tout part de l'éducation. Et puis ça faisait une espèce de boucle en continu comme ça dans ma tête. Et je crois que c'est le seul vrai levier en réalité, quoi. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne vois pas d'autres leviers qui nous permettraient d'avoir une société nouvelle, différente, avec plus d'empathie, plus d'amour, plus de joie, plus de conscience. Plus largement, tout part de l'éducation, que ce soit effectivement à l'école, à la maison, Oui, en fait partout. c'est ça. Et c'est ça peut-être le côté plus challengeant, c'est d'essayer d'équilibrer ce que j'appelle moi ce trio gagnant, c'est-à-dire les enseignants, les parents et les enfants. Ouais, c'est ça. Mais comme, une fois de plus, notre génération, par exemple, n'a pas été éduquée à prendre soin de soi, parce qu'on nous a toujours fait croire que c'était égoïste de se faire se passer en priorité avant tout le reste, ce n'est pas un mécanisme qui est naturel. Donc les futurs parents ou les parents d'aujourd'hui doivent se déconditionner de tout ce qu'on leur a appris. Il y a un grand poids aussi judéo-chrétien derrière tout ça. Enfin, il y a plein de couches finalement à enlever, donc c'est pas simple, hein. Il faut quand même reconnaître que c'est pas quelque chose qui est évident, mais qui est accessible à tout le monde, à n'importe quel moment de notre vie. Et donc voilà, je pense que plus on sera nombreux avec ce que vous faites, avec ce que tu fais, on est des millions d'acteurs à se mobiliser à travers le monde, et puis on arrivera à aller dans ce sens-là. Ouais. Alors allons un petit peu du côté de Singapour, parce que ça fait des années qu'ils sont les champions de la réussite scolaire, alors notamment avec la méthode Singapour, hein, donc qui commence à être présente un peu partout dans le monde. Quelles sont les particularités de ce système et dans quelle mesure peut-on s'en inspirer pour faire progresser les élèves ? Il y a un revers de la médaille. Qui est énorme, on va en parler, qui est énorme et qui est colossal. Et donc oui, qui est pas des moindres, mais il y a des choses à prendre. Oui, c'est ça. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est déployé un petit peu partout dans le monde. En fait, ils se sont quand même aussi beaucoup inspirés de ces courants Steiner, Montessori et autres. L'idée motrice, pour être très synthétique, c'est qu'on apprend très différemment de ce qu'on fait nous ici en France. On modélise, on utilise des objets, on manipule, c'est ça, on verbalise, donc on parle beaucoup, on vit des expériences, et après, à partir de là, évidemment, le processus d'apprentissage se fait dans la joie, quoi, on va dire. Il y a quelque chose de très libre, on est vraiment dans l'accompagnement de l'enfant. Mais du coup, la contrepartie, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Oui, c'est le côté pression et l'angoisse que ça génère, enfin ce côté vraiment où les parents mettent une telle pression aux enfants que les enfants, en fait, ne tiennent plus la route, quoi. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'on est à Singapour, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Dès l'âge de 6 mois... Ouais, j'ai lu ça dans ton magazine, j'étais choquée. C'est impressionnant, parce qu'il y a tellement une pression, donc dès l'âge de 6 mois, ils font des formations donc, à l'extérieur de l'école, donc ils forment leurs enfants à l'extérieur de l'école pour vraiment qu'ils soient très très bons, quoi, dès l'âge de 6 mois. Parce qu'il y a cette pression sociétale, justement, d'être un peu le meilleur, quoi. Et donc, in fine, on arrive à ce constat, c'est que les enfants sont beaucoup plus anxieux. On a un taux de suicide qui est je crois colossal. De 3000 par an. Hein, exactement, oui. Évidemment, fort heureusement, nous, on ne vit pas ça ici en France. Mais voilà, c'est un peu la contrepartie. Alors oui, c'est très bien, mais tu vois... C'est toujours pareil. On prend ce qui est bon à prendre, c'est-à-dire le côté outil, voilà. Mais par contre, la méthodologie qui est derrière, pas forcément. Ouais, c'est ça. On essaye d'éviter le côté pression. 6 mois, c'est quand même un peu abusé, quoi. Oui, c'est quand même très tôt. Et puis, je ne sais pas ce qu'on peut faire comme test et comme accompagnement à un enfant de 6 mois, tu vois, c'est assez incroyable. J'ai plus le chiffre précis, mais je crois que c'est 100 heures en plus qu'ils ont d'accompagnement. Oui, en formation, en formation. Entre nous, 18, je crois. Ouais, voilà. Il me semble que c'était ce colossal, ratio-là. quoi. Ouais. Tout à fait. Et alors pareil, il y a l'Indonésie qui a mis un système un peu particulier, c'est l'éducation libre. Alors qu'est-ce que c'est que l'éducation libre ? Alors on va voir que ça marche plutôt bien là-bas. Ils ont mis ça, je crois, vraiment en place. Ils ont testé d'abord le concept sur quelques écoles pour voir si ça fonctionnait bien. Les résultats ont été spectaculaires. Et du coup, maintenant, tout le pays bénéficie de cette éducation libre. Qu'est-ce que c'est ? Ça repose un peu sur ce qu'on a dit aussi en amont. Je crois que le socle moteur de ce qu'il faut retenir, c'est on fait confiance aux enfants, déjà. Ça, c'est vraiment le truc qui me semble le plus important. On les met dans des situations, donc ils vivent des expériences, un peu comme un projet, quoi. Imaginons, demain, on décide de créer un projet de on va construire une cabane en pleine nature. Et donc, ça va amener tous les soft skills dont on parlait pour les États-Unis. Donc, ils vont devoir co-créer ensemble, co-participer, voir en fait que chacun a des talents naturels. Et tout ça, ça va se faire de manière très naturelle. En fait, c'est la vie, hein, tout simplement. C'est un microcosme. Hein. Tu mets, 30 individus ensemble autour d'un projet.
et tu te rends compte du gars qui fait rire, du gars qui est un peu plus intelligent. Enfin, Celui qui est assez rigide et très organisé, voilà, bien c'est sûr. ça exactement. Et c'est ce que Chacun a un rôle à jouer, quoi. ouais, et c'est ce que je trouve génial dans notre nature humaine, c'est qu'au final, on est tous complémentaires. Donc, ils vont vraiment à fond dans cette direction, et puis en même temps, bah, de manière un peu insidue, tu apprends les maths, tu apprends la géographie, tu apprends l'histoire, tu apprends plein de choses, tu apprends bien évidemment, je l'imagine, à respecter aussi la nature et ton environnement. Et ça, bah, comme je te le disais, dans les écoles nature en France, c'est des choses justement dans lesquelles on va. Il y a des images, moi j'ai vu des vidéos ou des images où on voit des petits-enfants, alors je sais pas quel âge ils ont, peut-être qu'ils ont 7-8 ans par exemple, avec une grosse scie, en train de couper, tu sais, du bois, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents, tu vois, qui se diraient, mais c'est totalement irréaliste en fait de faire ça, quoi. Et en fait, non, ils ont déjà cette conscience et cette responsabilité, les enfants, quand ils sont tôt, alors que nous, on a l'impression qu'il faut être, tu vois, très Bah, protecteur. nous, on met nos enfants beaucoup sous cloche quand même. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et c'est ça, en fait, je crois, le grand pari qu'ils ont fait en Indonésie, c'est de se dire, non, on peut responsabiliser les enfants, on peut leur confier des tâches parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont envie de ça. Et on peut bah, intégrer un système pédagogique autour d'un projet. Oui, donc c'est très transversal en Ouais, fait, l'éducation c'est ça. libre. Exactement. On travaille toutes les matières, mais sur Tout. un projet Oui, c'est ça. et en travaillant les uns avec les autres. Ouais, c'est ça. Et Ouais. donc ça, comment on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de ce système-là? Comment on pourrait le mettre en place en Bah, France? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? alors oui, oui, c'est possible. Les écoles nature le font. On voit quand même beaucoup plus ça dans des écoles dites alternatives, hein, des Mm. écoles aussi dites privées, bien évidemment, parce que bah, ils ont beaucoup plus de liberté en termes de pédagogie. Toi, tu le disais à juste titre, hein, quand tu étais enseignant, tu sentais quand même que tu avais une pression de bien respecter quand même Ah bah le programme le quoi. programme, exactement. Mais il y a quand même la liberté pédagogique en France. Oui. Et ouais, tu vois. Et quelque part, c'est à peu près la même chose. Sauf que il n'y a pas trop de communication autour de ça. J'ai le sentiment que les enseignants ont tendance à oublier cette liberté pédagogique qu'ils ont et qui revient vraiment un peu au même. C'est-à-dire qu'a priori, ils pourraient le faire, aller dans cette direction. Derrière, il y a une lourdeur administrative. Il y a beaucoup. Rien que pour faire une sortie, il Voilà, faut une s'y prendre sortie. 6 mois à l'avance. Voilà, Enfin, donc c'est c'est effectivement ça. compliqué peut-être à mettre en place. C'est ça, c'est ça. Mais techniquement, c'est possible, mais ça donne pas envie en fait. Au vu du système tel qu'il est construit, il faut être très motivé pour aller dans cette direction. Il y en a un qui le fait très bien, je trouve, qui représente très bien ça, c'est Philippe Nicolas. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, je le connais pas. On l'appelle l'enseignant trappeur. Donc lui, il emmène très souvent, justement, voilà, il n'y a pas longtemps, il était au Groenland avec sa classe, avec des scientifiques sur place, donc il y avait tout un projet hyper intéressant. Et donc lui, il fait très souvent ça, il emmène très souvent sa classe vivre des expériences comme ça en pleine nature, avec des projets pédagogiques très pertinents. Et puis même au sein de sa classe, il y a un aquarium, il y a des animaux et tout, etc. Donc il y a des enseignants, comme toi, tu essayais de le faire à l'époque, tu vois, qui vont dans cette direction, mais il ne faut pas se voiler la face, comme je disais, c'est pas évident, enfin, il faut vraiment être très motivé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on n'est pas forcément suivi quand on est enseignant pour faire ça. Ouais, Faut le faire un peu de sa propre initiative parce que finalement, c'est compliqué à mettre en place dans une école ou dans un collège, c'est quoi. un peu ça, tu vas pas être vraiment aidé. Et encore, c'est difficile de généraliser parce que bien évidemment, dans des écoles, ça va être quand même beaucoup plus simple parce que c'est aussi très dépendant de l'humain. Bah, le truc, c'est que les écoles sont quand même très centralisées. Oui, Donc forcément, ça limite c'est ça, certainement aussi les projets parce que exactement. si l'école était décentralisée Oui. et que chaque Bah, directeur pouvait finalement décider du projet même de son école, c'est tu ça, vois, ça changerait beaucoup de choses. ça changerait. Peut-être qu'il y aurait Exactement. beaucoup plus d'éducation libre et de projets transversaux, mais même entre les classes. Ouais, Qu'est-ce qui empêcherait, tu vois, qu'une classe de CM2 puisse avoir un projet transversal avec des élèves de CP bien sûr, mais carrément. sur des Transgénérationnel, mathématiques? quoi. Ouais, Ouais. carrément. Bah, ça, ils le font beaucoup au Canada, par exemple. Ils le font aussi dans d'autres pays, quoi. Et bah d'ailleurs, au Canada, il y a autre chose, il y a l'approche collaborative. Oui, Les parents aussi. sont très, très, très impliqués Tout à dans le fait. système éducatif. Mm. Est-ce que, comment ça se passe? Bah, c'est ce qu'on est en train de dire en fait, c'est que eux c'est décentralisé aussi pour le coup. Donc tu as l'éducation nationale entre guillemets qui impose quelque chose et après chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas le cas partout, hein. Donc il faut prendre vraiment le côté Québec, je trouve beaucoup plus francophone de la partie du Canada où on avance un peu plus dans cette direction. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on vit en France, c'est-à-dire que les parents ici, encore plus avec ce qu'on a vécu là ces derniers temps, n'ont pas accès à l'école. Donc ils sont vraiment... Oui, bah, à part les notes et les ouais, devoirs, c'est c'est ça. vrai qu'on est... Tu peux pas entrer à l'école, Non. tu es devant les grilles, on ne nous implique pas en tant que parents à participer au projet, à faire des choses, en fait, tout simplement au sein de l'école. Alors qu'effectivement, au Canada,
on est beaucoup plus dans cette direction. C'est-à-dire qu'ils ont compris, mais ça reste quand même des écoles privées, hein, c'est quand même pas l'école publique, ils ont compris qu'en impliquant les parents dans le système, bah, bien évidemment, bah, ça a apporté beaucoup plus de joie, beaucoup plus de connexion entre les enfants, les enseignants, les parents. Comment ils font pour les impliquer? Par exemple, ils font quoi? Bah, il y a Ok. des projets qui vont mener en fait tous ensemble. Il y a l'idée que, je sais pas, demain par exemple, toi, c'est toi qui vas faire à manger au sein de l'école. En fait, vraiment l'idée c'est d'impliquer les parents. Donc il y a un Et vrai. puis il y a une histoire. Alors moi, c'est ce que je faisais avec mes élèves de CP, je crois. Je faisais venir des parents pour présenter leur métier. Ok, Tu vois. ouais. Donc déjà, c'était un Ça, truc un peu collaboratif où chaque parent venait pendant l'année exactement. présenter son métier C'est ça. et du coup, je trouvais ça super chouette de pouvoir. Déjà, c'était sympa parce que ça permettait aux élèves de découvrir des métiers un peu différents. J'avais C'est un ça. pilote de chasse, j'avais, tu vois, des Ok, métiers. En plus, j'avais choisi des parents qui avaient des métiers un peu particuliers. ok. Et c'est vrai que cette collaboration, en fait, cette journée-là, je Bah me oui. souviens que pour les élèves, c'était une des meilleures journées de l'année, Bah, quoi. c'est clair, ça apporte du vivant, il se passe des choses. Tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient dans l'école. Parce que ça aussi, c'est un vrai phénomène en France, hein. Il y a beaucoup de professionnels qui pourraient intervenir dans les écoles, mais il y a une vraie barrière. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse entrer très très peu de personnes de l'extérieur. C'est quoi le problème? C'est parce que il y a un problème derrière de sécurité, il y a un problème il faut rémunérer les professionnels qui viennent et on n'a pas Ah, les moyens. alors déjà, je crois qu'il y a vraiment ce souci de rémunération, parce Ouais. qu'effectivement, ceux qui pourraient pénétrer l'éducation nationale, souvent, c'est ceux qui ne se font pas payer. Mais encore, je pense que c'est vraiment très lié à notre culture. C'est juste que notre système, en fait, n'a pas évolué dans ce sens-là, n'a pas envie qu'il y ait des ressources extérieures qui viennent au sein de l'éducation nationale pour changer un peu la donne. Ça ne fait pas partie de notre état d'esprit. J'ai un doute là-dessus sur lequel ça puisse évoluer avec le temps. J'ai vraiment un doute parce que j'ai tellement de personnes autour de moi qui me disent ça. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué en fait de rentrer au sein des écoles? Qu'est-ce que c'est compliqué? Il y a des vraies barrières à tous les niveaux. Donc il doit y avoir une vraie volonté que moi je ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce que c'est précisément. Et une fois de plus, il faut quand même rappeler que c'est pas forcément mieux au Canada, hein. C'est pas parce qu'il y a ce projet-là, tu vois, où on intègre. Non, l'idée de ce tour du monde, c'était vraiment d'aller voir ce qui est bien, de voir si on peut effectivement éventuellement l'appliquer chez nous. Mais on a bien conscience que, voilà, enfin, comme partout, hein, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins C'est bien. ça. Donc, évidemment, comme on l'a dit, on ne clone pas un système. Non, c'est compliqué. Mais quand même, tu vois, quand il y a des choses positives, ben, on se dit, tiens, et si on ne le faisait pas chez nous, quoi? C'est ça, et c'est là où en fait des profs comme toi font preuve d'initiative et testent les choses, un peu comme des chercheurs, comme je disais. Et c'est ça, moi, qui me rassure, en fait. C'est tous ces gens avec qui on est en contact et on voit qui font bouger les lignes, justement. Moi, je crois beaucoup au changement, tu sais, qui part du citoyen. Souvent, on est dans l'attente que ça vienne de l'extérieur. Mais moi, je vois déjà à travers nos activités, comme tu le disais, on a impacté plus de 10 millions de personnes. C'est 10 millions de graines qui ont été semées. Donc forcément, chacun aussi va agir à un moment donné à son niveau. Et quand ce phénomène-là devient de plus en plus massif, la société, elle s'adapte. Il y a un bon exemple, les boutiques bio par exemple. Mm. Avant, on n'avait pas autant de Ah boutiques non. bio. Tu vois. Et puis même, c'était un peu... Enfin, pas tout le monde rentrait dans les boutiques bio, quoi. Tu avais Exactement. l'impression que c'était réservé C'est un peu ça. un peu aux bobos, Oui. mais que les autres ne pouvaient pas y rentrer, quoi. Exactement. Et donc là, on voit maintenant qu'il y a plein de boutiques bio, avec énormément de marques aussi qui sont créées, parce que nous, en tant que citoyens, on l'a demandé, on a fait force de proposition, très clairement. Donc la société, elle s'adapte. Je crois qu'on peut faire la même chose dans tout. Et donc dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Plus on sera nombreux à comprendre et à conscientiser qu'on a un vrai intérêt à intégrer le savoir-être, la connaissance de soi le plus tôt possible, et qu'on puisse se mobiliser chacun de notre côté, plus on va réussir à franchir ce gap où l'éducation nationale va davantage aller dans ce sens-là, où la société globalement ira davantage dans ce sens-là. C'est vraiment notre responsabilité citoyenne, mais ça on a un peu tendance à l'oublier, je trouve. Est-ce que tu penses que les nouvelles technologies, elles ont effectivement un rôle à jouer, justement, là-dedans? Oui, 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 justement là on est en train de préparer le prochain numéro du magazine Innovation de l'éducation, qui est sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT notamment. Ok. Ouais, parce que c'est très questionnant. Nous, une fois de plus, on n'a pas connu ça, quoi. Moi, je crois que j'ai même pas connu, enfin, j'ai connu Internet, mais beaucoup plus tard. Donc, c'est très clivant, je trouve, comme sujet. Moi, je fais plutôt partie des gens qui me disent, il faut s'habituer, il faut aller dans ce sens-là, parce que de toute façon, tout converge dans ce sens-là. Donc, ça sert à rien de lutter et de faire marche arrière ou de dire, ah non, c'est pas bien, c'est dangereux, au secours. Non, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de bons à prendre. C'est un peu comme tout, c'est une Oui, question. il faut les utiliser Ouais, voilà, pour c'est le ça. bon et puis laisser le mauvais, quoi. Exactement, on a même une enseignante par exemple
qui va participer à ce prochain magazine et qui a peut-être que le titre, ça sera quelque chose du style moi, je pousse mes élèves à utiliser ChatGPT. Et s'ils ne le font pas, ça ne me va pas. Tu vois. Donc, c'est encore une question de posture en tant que citoyen aussi, hein, tout simplement, hors contexte enseignant. C'est comment nous, on se positionne face à l'accélération du progrès numérique, de l'intelligence artificielle qui est en train d'avancer à une vitesse qui est juste dingue. Et un peu comme notre téléphone, comme une télévision, peut-être que ce sera à nous de l'utiliser de manière équilibrée, de trouver un juste équilibre. Oui, que ce soit intelligent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur du style, en fait, on va plus utiliser notre cerveau, on va plus être créatif, parce que oui, c'est une solution de facilité. Et puis c'est le cas, en fait. C'est le cas, mais... Moi, je vois, on a regardé l'autre fois, il y avait une rédaction à faire. On cherchait le résumé au bonheur des dames et tout ça. Et mon fils n'avait pas trop compris. Et donc, du coup, on a fait ChatGPT pour voir ce qui sortait. Ok. Ah, c'est bluffant. En fait, il pouvait recopier, quoi. Oui, je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord. Donc, alors, c'est pas ce qu'il a fait. Ouais. Mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et effectivement, c'est super bluffant, en fait. Oui, mais c'est l'utilisation qu'on va en faire, en fait, qui va changer la donne. C'est-à-dire que là, comme on est qu'aux prémices, il y a des outils qui commencent à se développer de plus en plus pour essayer d'utiliser ChatGPT, par exemple, ou l'IA, un peu comme un assistant. Tu vois, en soi, c'est pas gênant d'avoir un assistant. On a déjà Wikipédia quand on a besoin Par exemple, de savoir quelque chose. Par exemple, nous, à l'époque, on avait les grands Larousse, là, tu sais, tout rouge, là, cette collection de 12 tomes. Et en fait, on allait voir dans ces tomes-là. Donc là, maintenant, c'est différent. Oui, c'est juste que c'est plus accessible, plus rapide. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est bluffant et ça remet en question beaucoup de choses, mais ça fait partie de l'évolution. De génération en génération, tout a été différent. Moi, je me rappelle bien, quand j'étais petit, j'entendais mes parents dire « Ah, à l'époque, nous, on n'était pas comme ça, c'était très différent, ils sont tellement différents de nous. » Mais peut-être que toi, tu dois dire la même chose. Mais je dis la même chose à mes enfants, bien évidemment. Donc, surtout sur la musique. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est pas les mêmes styles musicaux. Ouais, là, sur la musique, c'est dur ce qui se passe quand même en France. Ah ok, j'ai pas suivi. Non, mais oui, les musiques que les ados écoutent, ah oui ouais, okay. C'est compliqué, quoi. Je sais pas. T'as pas encore d'ado? Non, moi, je ne suis pas parent. Ah, je savais pas. Tu savais pas, ouais. Non. Et oui, en fait, c'est ça aussi l'originalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me posent la question, mais vous avez des enfants, Julien? Et je dis, non, je n'ai pas d'enfants. J'ai fait ce choix-là, parce que je crois qu'on a tous des chemins différents. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que mon chemin dans l'éducation, c'est d'éclairer, d'apporter des outils et d'aider les parents et les futurs parents. Eh écoute, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Je te remercie vraiment du temps que tu as passé avec nous pour faire ce tour du monde donc, des meilleures idées éducatives. Alors, je rappelle qu'on peut découvrir donc, ton magazine qui est vraiment une très très grande qualité sur le site donc innovationeneducation.fr. On peut également écouter donc ton podcast où tu échanges donc avec des invités autour des pédagogies nouvelles et plus largement donc d'éducation. Et ton prochain congrès sur l'éducation, je crois qu'il aura lieu le 2-3 novembre et ce sera à Lyon cette année, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ça sera la 6e édition et ce sera à Lyon. Ouais. La billetterie est déjà ouverte? Non, je pense que janvier 2024, on la mettra ouverte. Bon, on prend rendez-vous. Encore merci à toute l'équipe d'ABC. Encore merci, Julien. Merci à toi. Et à très vite. Salut la famille. Bye bye.